Nous sommes en 1985. MC Shan, un rappeur du Queens, place un peu naïvement dans un morceau que le hip-hop est né à Queensbridge. Une phrase simple qui déclenchera l'un des plus gros clashs de l'histoire du rap américain. En effet, après avoir entendu ce qui lui semble être une aberration révisionniste, Quoi Répète. le rappeur KRS-One et son groupe Boogie Down Production, issu du Bronx, décident de lui répondre. Débute alors la guerre des ponts, connue sous le nom de Bridge War, en référence au pont qui sépare le Queens du Bronx, avec plusieurs morceaux contenant des pics un peu par-ci par-là. Jusqu'au moment où, sur un coup de génie, KRS-One sort le titre The Bridge is Over, dans lequel il prend le taureau par les cornes et se met à clasher MC Shan, son équipe et tout le Queens en entier. Ce morceau avait la particularité d'être beaucoup moins dans la technique niveau rap, mais beaucoup plus ambiançant, presque calibré pour la radio. Le succès est quasi immédiat, tout le monde se met à chanter le titre à tue-tête en l'écoutant à la radio, KRS-One et son groupe terminent grand gagnant de ce clash, et l'une des premières diss tracks de l'histoire du hip-hop est née. Le rap connaîtra alors de nombreux clashs popularisés par des morceaux légendaires, créant cette tradition du clash dans le hip-hop, dont le public était et sera toujours friand. Comment ne pas parler de Hit 'Em Up de Tupac, qui après s'être pris une balle, littéralement, il s'est pris une balle, décide de se venger sur un morceau en descendant toute la côte Est, et en plus se paye le luxe d'en faire l'un des plus gros tubes de rap de l'histoire. Ou encore No Vaseline de Ice Cube, légendaire diss track là aussi, envers son ancien groupe NWA. Et puis un de mes préférés, quand Frankie Vincent a... Non, vous êtes pas prêts pour ça, j'en parlerai plutôt en fin de vidéo. Le clash, et plus particulièrement la diss track, ça fait partie intégrante des codes du hip-hop depuis presque sa naissance. Quand deux rappeurs ou plus se chamaillent pour des raisons personnelles, nous publics on n'en sait finalement pas grand chose. Et c'est celui qui dégainera la meilleure diss track qui aura, dans l'inconscient collectif, remporté la guerre. Parle de musique, hein, j'insiste, ça exclut donc naturellement le fait de casser des parfums dans un aéroport. Comme les clashs ont marqué mon parcours d'auditeur et qu'on en a aussi côté français, petite revue sur 4 clashs qui ont marqué le rap français et qu'on a un peu oublié. Je préviens d'avance, il n'y a ni Booba ni Rof, déjà parce qu'on les a pas oubliés, il y a des milliers de vidéos qui en parlent sur YouTube, donc c'est parti pour un nouvel épisode du Rap en mieux. Tous les MC, ils m'attendent négativement juste pour savoir à leur avis combien je vais vendu. Alors tu veux rapper, j'espère ça l'arrache. Autant que moi, à l'époque les rimeurs à gage. Pour commencer, un clash que j'avais complètement oublié, tellement ça commence à dater, mais quand j'y ai repensé, ça a fait un petit bruit à l'époque. L'origine de ce clash remonte au milieu des années 2000. Kamel l'Ancien et La Fouine s'entendaient plutôt bien. La Fouine sort un album, et on raconte que Kamel l'Ancien aurait été vexé de ne pas apparaître sur le projet. Suite à ça, Kamel l'Ancien sort le titre Reste vrai, dans lequel on entendra dire bon voilà, ça vole pas haut et c'est pas l'inspiration de Baudelaire quand il a écrit Les Fleurs du Mal, mais bon, l'huile est jetée sur le feu. La Fouine apprécie à moitié ce petit pic et pour rebondir sur la comparaison avec Snoop Dogg, décide de sortir un morceau entier de 5 minutes 30 pour terminer Kamel l'Ancien sur une prod de Snoop Dogg. Les mecs du 7-8 bar, ferme ta gueule, tu parles trop, t'as pas de couilles, Robert. Ferme ta gueule, Tiki Bra, tu racontes quoi? Ferme ta gueule. Et non, c'est faux, je dis de la merde, c'est pas Snoop Dogg, c'est Eazy-E. Putain. J'ai une chaîne YouTube sur le rap, moi? Enfin bref, franchement, c'est un niveau de gamin de CM2, déjà juste les premières secondes, c'est trop. Kamel, viens là, Taras, viens là. Qu'est-ce qu'il y a? Parce qu'il paraît t'as mal parlé. Non, ouais, j'ai rien dit. Voilà, j'ai rien dit. Arrête tes conneries, arrête. Non, c'est pas... C'est incroyable, il n'y a aucune subtilité, c'est bourrin, le titre de ce morceau c'est Ferme ta gueule, genre juste ferme ta gueule. Il s'est clairement pas fait chier pour le titre, si c'était ça fallait juste lui envoyer un SMS, ça aurait suffi. Mais le morceau avait plutôt bien marché à l'époque. Et après quelques échauffourées, dont un en plein live sur Skyrock, ce clash se termine bien. Les deux garçons font officiellement la paix, c'est court, ça se termine bien, c'est mignon. Alors, ce clash est totalement différent et super intéressant. Tout commence en 2005 sur une interview de Rap Elite dans laquelle Nesbill s'exprime sur la façon qu'ont certains rappeurs de faire du rap qu'il décrit comme étant trop scolaire, alors que pour lui, le rap au contraire, c'est du vécu, ça doit venir des tripes sans vrai calcul, qualifiant ça de rap de balance et de rap de bibliothèque. C'est pas un clash, tu vois, mais voilà, c'est juste pour dire que moi, ma vision du rap, c'est pas, tu vois, la bibliothèque, tu prends des livres et tu fais un album, nous on fait pas les albums à la bibliothèque, tu vois.
En fait, c'est une vision du rap que j'ai horreur. J'ai horreur du rap de balance, hein. Du rap, tu vois, c'est pas instinctif, c'est autre que mon rap, tu vois. Maintenant, sinon, j'ai écouté l'album à Medine, niveau musical, c'est bien construit, mais voilà, tu sais, il y a quelque chose, c'est trop... Jusqu'à là, ça va, il fait un constat cru, mais le souci arrive lorsqu'il commence à citer un nom en rapport avec tout ça, Medine. Medine prend la sage décision de ne pas rebondir. J'évite, moi, de rejeter les critiques en balle. Si Nesbill a dit ça, c'est qu'il doit y avoir une bonne raison. Donc, je retourne vers mon rap, je fais mon introspection, et je me dis, est-ce que c'est trop scolaire, est-ce que c'est trop... Peut-être, allez, je peux le comprendre. Mais c'est son ami Youssoupha qui prendra sa défense dans le morceau L'effet papillon. Où les MC lancent des clashs pour s'égayer, mais dans le freestyle au style 2006, c'est pas Medine qui fait gayer. Youssoupha fait référence ici à un freestyle radio qui avait été enregistré pour la sortie de la compilation Hostile Hip Hop avec plusieurs rappeurs dont Medine et Nesbill, et ce dernier n'était pas très en forme ce jour-là. Suite à ça, pendant des années, ils se sont échangés des pics au travers de différents morceaux. Pas ton zen dans mon Nesbill, t'as la même tête que E.T. comme cet apprenti de Nesbill. Comprends, ta meuf te trompe, t'es aussi chum que Youssoupha. Des années de clash qu'on pourrait résumer par « Eh, t'es moche. Non, toi t'es moche. MDR, c'est toi le moche. Mais wesh frère, t'es moche comme ça et t'oses encore respirer? Vas-y, arrête de me parler, sale moche. » Medine fera même référence à ce clash dans le morceau 16 vérités avec Cynic, morceau introspectif dans lequel il se fait des reproches à lui-même. Mérite à se laisser clasher, t'as perdu mon estime le jour où t'as laissé Nesbill marcher sur ton style, soi-disant par preuve de modestie. Et c'est finalement Nesbill qui regrettera cet affrontement, et c'est ultra rare à ce niveau-là. Oh, moi, Medine, tu te dis quoi? Franchement, sur cette histoire-là, ouais, j'ai déconné un peu d'un côté, tu vois. J'ai pas honte de dire que j'aurais pas dû dire ça. Et quand je dis que ce clash était intéressant, c'est parce qu'il date d'il y a pas mal de temps, mine de rien. Et ce fight a cristallisé l'opposition entre le rap de rue, qui sort des tripes, qui est parfois sale, cru, et le rap que Nesbill appelle le rap de bibliothèque, qui accorde un soin à l'écriture ou sur les thématiques abordées. C'est l'inné contre l'apprentissage, c'est l'authenticité contre le calcul. Ce clash était bien plus qu'un clash, c'était surtout deux écoles qui s'affrontaient. Un clash qui, encore une fois, se termine bien, mais on va le voir juste après, ça n'est pas toujours le cas. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé un jour de péter un câble et de tirer sur tout ce qui bougeait sans raison, insultant au passage tout le monde, même les gens qui n'avaient rien fait? Déjà, j'espère que non, parce que c'est pas gentil, et ouais, j'ai grave des bons arguments. Par contre, il y en a un qui l'a fait, et le rap français s'en souvient encore, c'est MC Jean Gabin. Tout commence lorsque Charles, alias MC Jean Gabin, après une enfance difficile, une carrière dans le banditisme et un séjour en prison, décide de se mettre au rap pour raconter son vécu. Alors, il est pas forcément sorti de nulle part, faut savoir qu'il était assez connecté avec la clique du Secteur A, et notamment Doc Gynéco, qui l'invite à poser sur 2 morceaux à lui dans sa très bonne tape, Liaison dangereuse. Il décide assez rapidement de sortir un album contenant le single Je t'emmerde, qui fit un énorme bruit. Je t'emmerde, et je t'emmerde. Dans ce morceau, il parle de la plupart des rappeurs du moment en les descendant, mais genre sans pitié, les uns après les autres. Il tira aussi sur les DJ en faisant référence à Cut Killer sans vraiment le citer, à Rocking Squat en le faisant passer pour un bourgeois, à NTM, Arsenic, le Saiyan Supa Crew, Booba et même Kerry James qui est difficilement citable dans un diss track, se prendra une bastos sortie de nulle part. L'histoire se finira pas forcément bien puisque un jour, MC Jean Gabin et Kerry James, accompagnés de Rof, se croisent à Paris. Ce fut alors l'occasion de discuter et de mettre à plat les choses de façon diplomatique et de tenter de faire la paix, mais ils ont préféré se taper dessus. MC Jean Gabin se filmera après la bagarre en disant qu'il a été attaqué par Diga, et Kerry James s'excusera parce que c'est pas tout à fait ce que le public pouvait attendre comme réaction de la part de quelqu'un comme Kerry James. Ce clash, qui maintenant date pas mal, avait aussi beaucoup buzzé, notamment sur internet, au milieu des années 2000. MC Jean Gabin avait rapidement compris les rouages du web et la puissance que pouvait créer un buzz sur internet. L'histoire se tasse et MC Jean Gabin tombe dans un quasi-oubli. Kizito est un jeune rappeur du quartier des Ulysses. Comme tout rappeur en quête de succès, il participe à tous les concours, open mic et événements qui se passent sur la région parisienne afin de se faire connaître. C'est donc au début des années 2000, lors de la 2e édition de Dégaine ton style, la première scène de rap battle en France, que Kizito affronte un outsider qui commence à se faire un nom. Nom qui tient en 5 lettres. S-I-N-I-K. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, 5 c'est ça.
Cynique. Le battle commence et Quisito souffle son premier couplet sur scène qui fait plutôt bien réagir la foule, il faut l'avouer, sauf que derrière, Cynique fait son couplet et détruit littéralement Quisito. Mais genre il le brise en mille, il est on fire à ce moment-là, inarrêtable, et il a la foule de son côté. Pour l'anecdote, une partie de ce couplet deviendra plus tard le titre L'Assassin de Cynique, qui lui fera atteindre l'un de ses premiers succès, et Quisito, de son côté, est détruit. Tous ses rêves, ses aspirations, devenir le meilleur rappeur de toute l'histoire du rap français, et mettre sa daronne à l'abri. Tout ça est brisé, enregistré en vidéo lors de cet événement. Quisito se fera discret quelques mois et préparera sa vengeance, tel un méchant de Disney. C'est donc un an plus tard, sur Génération Radio, que Cynique, dans l'émission de Timis, aura un appel surprise d'un auditeur. Cet auditeur, vous l'aurez deviné, n'est autre que Quisito. Il profite alors du live pour clasher Cynique assez violemment en le prenant à partie. Laisse-moi finir! Laisse-moi finir, négro! Putain, respect! 06 04 12. Ah ouais, c'est ta meuf, toujours partante pour une partouze! Espèce de bouffon, là! T'as fini, bouffon? Ouais! Alors comme ça, tu joues les shows, tu t'es pris pour un gros clasher. En vrai, t'es comme ta sœur, tu kiffes le vibromasseur. Cynique, un peu agacé, apprendra plus tard que c'était un coup monté et que Timis, l'animatrice, était au courant du piège. Il n'en fallait pas plus à Cynique à son tour pour profiter d'un freestyle Skyrock accompagné de Diams pour répondre à Quisito en plein live, sans citer son nom pour ne pas lui faire de la pub. T'as pompé mes plus grandes phases, mais pourquoi tu leur dis pas que c'est toi ma plus grande fan? Parce qu'on est plus ensemble. Et le 7 juin 2003, tu te rappelles, t'avais le cul en sang. T'es vraiment fou d'avoir voulu tester la team. Tu parles, mais en dépit, t'as quoi par succès d'estime? Je fais pas ma grande entre nous, tu parles beaucoup. Avant je te croyais dans le coup, paraît que maintenant t'es dans le trou. À ce moment-là, le buzz autour de cette histoire monte d'un cran. Deux têtes d'affiche telles que Diams et Cynique qui clashent un rappeur inconnu au bataillon sur la plus grosse radio de rap de France, éveillé à la curiosité et dans mes souvenirs, avec l'appel de Rof, je crois que c'était un des premiers buzz rap français sur internet, et notamment sur Bouscapé. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Quisito, non content d'une telle visibilité, décide de surenchérir avec le titre « Dis mon nom ». Parce que Cynique il dit pas son nom en fait. Et Quisito il est pas content. Et Faut vous à chier, que son flow est nul à chier. La traite t'a fait poser ton crew sur un morceau caché. Ah ouais. Tu veux que je dise pourquoi t'insultes tes miss? T'es parti à énergie, ils veulent pas passer ton disque. Ouais, tu te la racontes. Ouais, t'es qu'une bouffonne. Ouais, t'es qu'un gros ton. Ouais, tu te crois bonne. On m'a dit que t'étais une tasse. T'aimais la zigounette. Tu te mettais à 4 pattes et tu kiffais la levrette. Tiens, je te pisse dessus. T'as tellement tourné un bagneux que là-bas t'es pas disque d'or, t'es disque de pute. Encore une fois, c'est hyper gamin, ça a un peu vieilli, que ce soit musicalement ou lyricalement, mais ça a littéralement été un raz-de-marée sur le rap français. Pour l'anecdote, le titre faisait partie d'une mixtape que Quisito venait de sortir dans lequel on peut retrouver Al Capote, mais aussi Maître Gims et Black M qui étaient pas du tout connus à l'époque. Ça n'a aucun rapport, mais je trouvais ça drôle. Fausse mèche, tu me types l'ami, c'est pas dig à la prochaine. Je crois que tu t'es cru tout permis. Je crois qu'il te manque plus qu'un pénis. L'histoire n'a pas vraiment de suite, mais sur le moment, Quisito était dans l'inconscient populaire le vainqueur final de ce clash. Il avait réussi à prendre sa vengeance, croqua un bon bout de buzz. Cynique, probablement pour ne pas continuer à lui faire de la pub, ne répondit jamais, et fin du film. Depuis, quasi aucun signe de vie de Quisito. Ah, les clashs. Quelle belle époque, n'empêche. Je veux dire, le concept est génial quand on y réfléchit. Canaliser son seum contre quelqu'un dans un morceau en utilisant sa créativité, son art et uniquement ça pour vaincre son ennemi sans devoir utiliser la violence. C'est incroyable. Au début de la vidéo, je vous ai parlé de Francky Vincent. C'est exactement ce qu'il a fait lorsqu'il s'est vu obligé de fermer son restaurant en raison de son personnel qui essayait de lui mettre à l'envers. Du coup, il décide de sortir un son d'une violence inouïe en tirant en bout portant sur tous ses anciens employés. Et je suis sûr qu'il devait se sentir mieux en sortant du studio. L'art, c'est vraiment stylé parfois. Ça me rappelle le concept de catharsis d'Aristote. Pour résumer, et sans vouloir trop vous faire chier, la catharsis pour Aristote, c'est l'expiation de ses mauvaises passions par l'art et le spectacle. À l'époque, il disait que les pièces de théâtre qui mettaient en scène des aspects mauvais de la morale, des vices ou des passions, permettaient aux spectateurs de purger ces mêmes passions par le spectacle. En gros, en vulgarisant, il dit que écouter Hors Noir de Caris vous rendra moins violent. Je t'aime bien un terme bon, Aristote. Tout ça pour dire que le clash est un excellent moyen, à la fois pour les rappeurs de mettre leur frustration dans leur art, pour éteindre un autre rappeur, plutôt que de sortir et le monter en l'air. Et quand c'est réussi, c'est le buzz assuré, donc tout bénef. Et en même temps, ça permet aux spectateurs de purger ses passions en écoutant deux personnes se démonter l'un l'autre. Comme un spectacle de gladiateurs, ça nous ramène à tout ce qu'il y a de plus primitif en nous, c'est-à-dire survivre en surpassant les autres. Je vous laisse avec notre bon vieux Francky Vincent National, j'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, je reviens très vite. Ciao. Bande d'enfoirés, si vous trouvez du boulot, n'écrivez pas dans votre CV de merde
que vous avez travaillé chez Francky, bande de malpropres.